Bien, merci beaucoup. Le travail, encore une fois, de surveiller en pays est un travail très difficile, très compliqué et qui est payé très mal. Et les conditions de sous-effectif dans lesquelles ils travaillent, les conditions de surpopulation des établissements pénitentiaires, est quelque chose auquel la politique doit apporter. What do you want? Ready to work? What do you want? Something need doing? Happy to. We need more gold. What do you want? Something need Et doing? qui arrive aujourd'hui et qui sort dans des proportions absolument spectaculaires, 20 jours avant le dépôt des parrainages. Voilà, bon bah, je veux dire, ce serait pas la première, la dernière fois. Sur l'affaire Fillon, quand même. Oui, j'ai dit d'ailleurs de la même manière sur l'affaire Fillon qu'il y avait un certain nombre de choses, dont la célérité de la procédure, qui était tout aussi étonnante. La grande différence, quand même, entre l'affaire Fillon et la nôtre, c'est qu'il n'y a pas de soupçon d'emploi fictif chez nous, il n'y a pas de soupçon d'enrichissement personnel. Il y a des soupçons d'emploi fictif chez non, nous en aussi. l'occurrence, les personnes ont vraiment travaillé. Il y a un débat avec le Parlement européen de savoir ce qui relève exactement de la fonction d'un assistant parlementaire au Parlement européen ou pas. Voilà, ou de travailler à Paris. Voilà, maintenant, ce serait bien qu'on puisse rentrer dans le fond de la campagne. D'accord. Donc, mais c'est pas de votre faute. C'est pas un souci pour vous. Vous avez. Non, mais je veux dire, il y a une justice en France. Dans ce cas-là, que ce soit la justice de trancher, parce que cette espèce. Vous préférez que ce soit maintenant la justice qui s'en saisisse française, mais ça nous permettra plutôt que l'OLAF dont vous ça avez nous permettra critiqué la déjà d'avoir légitimité. un débat contradictoire, puisque ça n'est pas le cas dans le cadre actuel de la procédure au Parlement européen. Est-ce que plus largement vous plaidez, vous, en qualité de député, pour une moralisation de la vie politique? Happy to. Bah oui, enfin, même si je vois difficilement si on peut d'autres aller, moyens, si des on peut moyens aller plus loin que ce qui supplémentaires. existe aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les élus sont déjà, et c'est heureux d'ailleurs, invités, même obligés de mettre en place, de déclarer leur patrimoine de façon très intrusive, de façon très précise. C'est public. Maintenant, c'est plutôt une question judiciaire. Voilà, c'est la réponse qui est parfois apportée à un certain nombre d'affaires. Mais qui la peut France paraître est équipée pour éviter les excès et les abus. insuffisante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. Maintenant, c'est une question de réponse judiciaire. Moi, si vous voulez, ce qui m'ennuie un petit peu avec le débat de la transparence, qui est un débat important, c'est pas le sujet, mais c'est qu'il a tendance à occulter les vraies vocations des élus, qui sont quand même le jugement sur leur bilan et sur leurs compétences. Voilà. Or, j'ai un peu le sentiment les électeurs sont en droit de savoir si leur évidemment, mais j'ai un peu le utilisent normalement sentiment, l'argent. bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais on a un peu le sentiment quand même que le débat démocratique se résume aujourd'hui à cela, sur des débats éminemment techniques, sur la compétence des assistants parlementaires, au détriment de ce qui devrait quand même nous occuper aujourd'hui, à savoir le bilan et les projets. Alors hier soir, il y a eu le rendez-vous annuel du CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions de France. Le Front National, Marine Le Pen n'était pas invité, tout comme Mélenchon d'ailleurs, alors que beaucoup d'autres étaient invités, des candidats, Fillon, Macron, d'autres. Vous trouvez ça normal? Oui, je trouve pas ça normal, mais en même temps, c'est pas une vexation non plus. Mélenchon a haussé le ton. Qui nous traumatise en ce sens que nous ne considérons pas aujourd'hui que le CRIF soit représentatif de l'intégralité de nos compatriotes de confession juive. D'ailleurs, il y a de forts débats en interne sur la relation qu'ils ont avec nous. Ce titre, Pour vous, c'est voilà. un dîner communautariste à Roland comme communautariste. Oui, de fait, voilà, ce qui est plus ennuyeux, c'est parfois les prises de position politiques qui, en effet, ne vont pas aujourd'hui dans le sens des propositions du Front National et qui sont très parti pris, très politiquement Et correctes. c'est pour cette raison que vous n'êtes pas invité. Mais donc, très bien, à la limite, on ne partage pas, en effet, un certain nombre de prises de position politiques avec eux. Après, s'ils font le choix de ne pas être intégralement démocratiques, c'est leur problème à eux. Mais enfin, on ne va pas non plus être traumatisés outre mesure, parce que je vous dis précisément, pour en connaître beaucoup de nos compatriotes de confession juive ne se sentent pas du tout représentés par le CRIF aujourd'hui. Et le Front National n'est pas un parti politique antisioniste. Non, mais c'est même pas le débat. C'est qu'aujourd'hui, quelle est la légitimité aujourd'hui de ces institutions? Nous, on ne fait pas de la politique catégorielle, on ne fait pas de la politique communautaire. On s'adresse aux Français dans leur ensemble, sans mettre leur religion ou leurs appartenances ethniques en avant. Alors, hier, événement, Bayrou, proposition en faveur. Petit événement. Vous allez nous en parler, c'est à vous de juger. En faveur d'Emmanuel Macron, c'est le centre qui se reconstitue, c'est quoi? Je sais pas, moi déjà ça me surprend pas, puisque en l'occurrence, M. Bayrou avait soutenu François Hollande en 2012, donc c'est pas complètement illogique qu'il soutienne le ministre de François Hollande en 2017. Puis comme Paris vaut bien une messe, un potentiel groupe à l'Assemblée vaut bien un reniement. Parce que je me souviens encore des déclarations. Par rapport à quoi? Par rapport à ses propres déclarations il y a encore quelques semaines, où il expliquait que M. Macron, c'était le candidat de l'argent, c'était le candidat des puissances d'argent, que c'était incompatible avec la fonction de président de la République, qu'il n'avait pas de programme, enfin, qu'il était le responsable de la politique économique de François Hollande. Voilà,
c'est assez marrant de voir le chantre de la vertu politique qui est censé incarner M. Bayrou venir aujourd'hui faire de la vieille politique politicienne en essayant de défendre... Ça sent la vieille politique. Ça sent les arrangements. Ou alors, il fallait pas que M. Bayrou tienne ce type de déclaration il y a encore seulement quelques semaines de cela. Voilà, on a le sentiment aujourd'hui que M. Bayrou existe peu, que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs au centre, il faut bien dire, on les cherche toujours. Et donc, pour se donner encore une existence politique, il va au plus offrant. Marion Maréchal Le Pen nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs au centre, mais on regarde un peu les sondages. Si on regarde les scores d'Emmanuel Macron, c'est quand même autour de 20. Oui, d'accord, mais moi je ne crois pas du tout à ça. L'attention de vote. Je vais vous dire franchement, après sans faire de alors, vous croyez pas en faire au sondage avancé. Non, mais moi d'ailleurs je prends les sondages avec beaucoup de parcimonie. Je vois les élections et je vois le succès de Front National à toutes les élections et sa progression. Ça, c'est la réalité. Moi, je vois dans M. Macron un homme qui est un produit marketing, voilà, qui jusqu'ici était une espèce de savonnette. On n'arrive pas à savoir vraiment ce qu'il pensait. Et plus il avance, plus il commence à prendre de position et plus les Français vont pouvoir mesurer qu'il est un véritable homme de gauche dans ce qu'il y a de plus radical et de plus sectaire. Et donc Bayrou aussi, alors sur l'image de la France, il l'est devenu. De fait, à mon avis, M. Bayrou, c'est plutôt quelqu'un qui cherche les petits arrangements politiques, de fait, voilà. Et c'est vrai que M. Macron, c'est quelqu'un qui va insulter la France à l'étranger, qui explique qu'il n'y a pas de culture et d'art français, qui est pour la PMA et la GPA. Enfin, c'est la gauche dans toute sa splendeur. Voilà, avec en plus toutes les dérives économiques que l'on a pu connaître ces dernières années. Macron serait-il un adversaire plus redoutable que Fillon pour j'ai pas envie d'entrer dans ce genre de raisonnement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le candidat le plus nocif et le plus intéressant pour la France. Alors, savoir quel est le plus dangereux ou le moins dangereux. Mais non, mais j'en sais rien. Il y a des critiques à faire de façon très importante sur les deux. Parce que vous aviez, quand Fillon avait été sorti vainqueur de la primaire de la droite, je me souviens que vous aviez eu des propos en disant c'est un adversaire redoutable, Fillon. Plus que les autres. Je n'ai pas dit redoutable, j'ai dit en revanche qu'il fallait en effet être attentif parce qu'il avait réussi à construire autour de lui une image d'homme qui était sans disant souverainiste, plutôt très à droite, très ferme sur les questions d'immigration et d'islamisme, et plutôt conservateur. Bon, il s'avère que la lecture attentive de son programme, ses déclarations et le rappel aussi de son bilan en tant qu'ancien Premier ministre a brisé quand même largement cette image sur l'ensemble de ces trois sujets. Donc je dirais qu'aujourd'hui la donne n'est plus tout à fait la même, mais même ne serait-ce que sur l'immigration, qui est on va dire un sujet phare à droite, le projet de M. François Fillon est très décevant, et là il n'est pas pour le retour des frontières nationales, il n'est pas pour la suppression du droit du sol, il n'est pas pour la suppression du droit moins dangereux que pour vous alors que prévu. Il n'est pas pour restreindre les conditions d'accueil du droit d'asile. Enfin, il n'y a pas de rupture, tel qu'il a pu pourtant l'incarner à un moment donné. Donc que ce soit Fillon ou Macron. En tout cas, on a la différence, c'est que c'est toujours plus difficile de contrer un candidat avec lequel le clivage est moins net, en tout cas dans les postures politiques. C'est le cas de M. Fillon. Il y a quand même, donc c'est moins net vis-à-vis de Fillon. Voilà, on va dire l'intérêt de M. Macron, c'est que le clivage est clairement défini. On a d'un côté un mondialiste qui considère que la nation est un niveau dépassé, n'est pas un niveau protecteur d'avenir, alors que le Front National pense exactement l'inverse. Macron est prenable. Je sais pas, franchement, je crois pas que ce soit très intéressant. L'Institut Montaigne a travaillé sur votre programme économique qui est... C'est M. Fillon, donc. Si vous voulez. Il est dirigé par M. Henri Guillard. Enfin, il y a quelques... D'accord, qui est proche, effectivement, de François Fillon. Non, mais c'est important de le dire. Néanmoins, il y a quand même quelques économistes qui sont réputés talentueux et impartiaux, on va dire. Oui, enfin, s'ils faisaient la promotion des propositions de M. Sarkozy... C'est un institut libéral, on va dire. Ça, c'est clair. Ils sont libéraux. En revanche, alors la note qui dit... c'est fatigué, parce que la copie, elle est barrée de rouge, de très rouge. On est barré de rouge par les correcteurs de M. Fillon, c'est ennuyeux. Alors, sortie de l'euro, ça détruirait 500 000 emplois, ça consisterait à une fuite de capitaux terrible, une hausse des taux, et on voit déjà d'ailleurs la perspective de voir Marine Le Pen arriver à l'Élysée fait que le spread avec l'Allemagne, c'est-à-dire le différentiel des taux serait plus important, et puis aussi, ça nous coûterait pas mal de points de PIB. Alors, si vous voulez, on peut rentrer dans un débat sur l'euro, c'est très intéressant. Déjà, la première chose, c'est de savoir qu'avant de pouvoir sortir de l'euro et de l'Union européenne, puisque les deux sont liés, donc de faire ce fameux référendum pour les Français, il y a un délai de 2 ans avant de pouvoir rendre cela effectif. Parce qu'il y a un temps de négociation obligatoire avec l'Union
européenne. L'article 50. Nous avons conscience au Front National que l'objectif, c'est évidemment de sortir dans les meilleures conditions économiques possibles, précisément pour éviter un manque de confiance des créanciers. Et le tout, c'est que nous allons nous atteler pendant ces 2 ans à de grandes réformes économiques nationales, sur la baisse des charges pour les TPE-PME, sur le lissage des effets de seuil, sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, sur la réforme de la représentativité syndicale, sur les économies nécessaires à faire, par exemple, sur les régimes spéciaux des retraites, afin, si vous voulez, de limiter au maximum notre dette, voire même de la réduire et de réoxygéner l'économie. Donc tout ça, nous en avons conscience. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, alors déjà, les taux d'intérêt de la dette ne sont pas exclusivement liés à la monnaie, loin s'en faut, puisque comme vous l'avez justement remarqué, bien que nous soyons dans la même monnaie, nous n'avons pas les mêmes taux d'intérêt que l'Allemagne ou les mêmes taux d'intérêt que l'Italie, et les taux, depuis 15 ans, ont baissé dans les mêmes proportions sur l'ensemble de la planète. Donc vouloir faire une corrélation exacte, c'est pas tout à fait juste. En revanche, pourquoi nous ne lâchons pas sur cette idée Tout simplement parce qu'il y a une question de liberté politique avant la question économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'euro, la Banque Centrale Européenne a les moyens, du jour au lendemain, de nous couper les liquidités s'ils considèrent que nous avons une politique qui ne leur correspond pas. Si par exemple nous devons sortir de l'espace Schengen. Donc c'est quand même une question que nous devons poser sur le long terme. Ensuite, ça a des effets mécaniques sur le plan économique très importants parce que vous mettez en place les effets négatifs. C'est vrai qu'il y aura aussi des effets négatifs. Vous n'oubliez pas. Non, mais bien sûr. Sur l'emploi, notamment. Non, pas sur l'emploi. En revanche, ça peut jouer, en effet, à la marge d'ailleurs, mais sur une partie des importations. Il y aura, en effet, et sur les exportations aussi. Une baisse. Ah bah non, ce sera plutôt bénéfique. Ah bah non, parce que si vous fermez les frontières, ça sera quand même compliqué. Non, ce sera plutôt exclusivement bénéfique, puisque la baisse, évidemment, ça de la monnaie, mécaniquement, voilà. Et d'ailleurs, nous permettra d'être de nouveau compétitifs avec l'Allemagne. Donc vous allez repasser des accords bilatéraux avec chacun des pays. J'en finis là-dessus sur la question de FMI, à expliquer que la monnaie allemande était sous-évaluée de 15% et la nôtre de 6%. Vous voyez bien que ça crée un déficit de compétitivité très important. Mais ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'en parallèle de cela, il y a la question, vous avez raison, des frontières économiques, qui est une politique menée aujourd'hui, voulue par Theresa May, qui est la politique menée par Donald Trump, par de grandes puissances économiques, qui consiste à dire quoi ? À dire nous exigeons la réciprocité, par exemple, sur les produits agricoles, dans le respect d'un certain nombre de normes sanitaires ou environnementales que nous exigeons. C'est pour ça, précisément, que nous voulons retrouver notre souveraineté économique. Parce que nous considérons que ce modèle économique a eu des effets désastreux sur notre modèle industriel et agricole, et qu'il n'y a pas de compétitivité possible si vous voulez avec les pays émergents, comme la Chine ou avec les pays du Maghreb. Voilà, pour des raisons évidentes. Marion Maréchal Le Pen sera candidate à sa réélection dans le Vaucluse ? Oui, bien sûr. Aux législatives, j'entends, bien sûr. Oui, c'est vrai que j'ai vu militants. Oui, vous serez candidate ? Oui, je serai candidate, absolument. Et vous attendez à ce qu'il y ait... Alors, actuellement, vous êtes 2 officiellement. Front National, pour ce qui vous concerne, c'est pour ça que et Rassemblement de vous allez travailler une vague, évidemment. Oui, alors c'est très compliqué de faire des pronostics, tout le monde nous en demande en permanence, parce que vous le savez très bien, la concomitance des élections législatives et présidentielles fait que tout dépend de l'élan présidentiel, évidemment. Voilà, nous sommes assez optimistes quand même sur l'obtention d'un groupe, même sur une majorité d'ailleurs si Marine Le Pen gagne cette élection, parce que nous allons nous positionner comme la vraie dynamique, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il faut que vous ayez voir M. Dupont-Aignan. Et c'est pour ça d'ailleurs précisément que Marine Le Pen d'ores et déjà a dit... Voilà, Marine Le Pen a dit d'ores et déjà qu'elle n'aurait pas un gouvernement franco-frontiste. Ah bon. Elle a même dit que le Premier ministre ne serait pas nécessairement issu du Front National, ce qui implique mécaniquement, évidemment, une ouverture en particulier à ce qu'on qualifie aujourd'hui de la droite nationale conservatrice. Philippe de Villiers. Oui, voilà, incarné par exemple par des gens hors politique, comme M. Philippe de Villiers, ou des gens en politique, incarnés par un certain nombre d'élus républicains, M. Robert Ménard, ou même d'élus républicains, ou de gens comme Nicolas Dupont-Aignan. Par exemple, je veux dire, voilà, tout le monde connaît ses personnalités. Mais vous êtes proche d'Henri Guénaud, vous ? Moi, j'ai de la sympathie politique pour lui. Voilà. Après, c'est vrai que ce sont des débats entre nous qui pourront aboutir au moment de l'entre-deux tours. Parce qu'il y a évidemment un rapport de force à engager qui, pour l'instant, n'est pas en œuvre. Alors, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Chez vous. Oui, chez nous, non ? Oui, oui, chez nous, qui fait beaucoup parler de lui grâce à vous, parce qu'en fait personne n'en avait entendu parler, mais vous êtes monté comme un seul homme contre ce film, et du coup ça fait une espèce de tam-tam médiatique. Oui, non, parce vous l'avez vu ce film ? Non, je ne l'ai pas vu, mais c'est un film qui est soutenu financièrement et promu par France Télévisions. Hein, donc, c'est un film de propagande électorale qui est financé donc, par l'argent public au moment d'une campagne présidentielle, ce qui est quand même effectivement un petit peu... Il arrive qu'on fasse des films sur des causes politiques. Un petit peu ennuyeux.
oui, avec l'argent public. si vous voulez, il y a quand même une question de déontologie, voilà. Enfin, je veux dire, il y a aussi beaucoup de Français qui votent Front National, dont les impôts vont servir à un film de propagande anti-Front National dans une période C'est électorale. vraiment anti-Front National. De gens qui l'ont vu, qui ont fait le bilan, ou même simplement de la bande-annonce, manifestement, oui, c'est le cas. Voilà. C'est d'ailleurs assez caricatural. Pas du tout. Je vais garder ce temps libre pour faire autre chose. C'est dit, c'était bien le temps de Marion Maréchal Le Pen, députée Front National du Vaucluse. Et maintenant, chers internautes, eh bien, c'est une question que nous allons lui poser avec Mathilde Sirot. Mathilde, bonjour. Bonjour Eritrea, bonjour Marion Maréchal Le Pen. Alors d'abord une question sur d'une soutien de Jean-Luc Mélenchon. Puisque là, vous savez, le petit logo de la France Insoumise, elle vous demande quel est le chiffrage du programme du Front National, sachant que celui de Jean-Luc Mélenchon est de 273 milliards d'euros. Oui, d'ailleurs, sachant qu'en l'occurrence, Monsieur Mélenchon a prévu, au moins il a le mérite de le dire, d'augmenter les prélèvements obligatoires. De façon d'ailleurs très importante, et il a lui-même d'ailleurs précisé que du coup ça allait forcément porter aussi sur les classes moyennes, puisque aujourd'hui vous savez qu'il y a un Français sur deux qui paye par l'impôt, et que donc mécaniquement ce prélèvement obligatoire ne va pas aller sur les classes populaires, mais sur les classes moyennes qui ont déjà du mal à joindre le debout. Comment ? Non, pas du tout, puisque nous on a même prévu une baisse de l'impôt sur le revenu pour les 3 premières tranches, et un certain nombre d'ailleurs de mesures fiscales en faveur des familles, sur le retour de l'universalité des allocations familiales, et sur le quotient familial, sur la facilitation aussi de la transmission du patrimoine qui pourra se faire plus vite, de façon plus importante entre les parents et les enfants dans les dépenses. Voilà. Et alors nous, on n'a pas voulu rentrer dans le détail. Pourquoi ? Non, on a fait des grands ensembles. Oui, mais ça c'est la baisse des cotisations sociales salariales, qui avait d'ailleurs été proposée si on s'entend par Nicolas Sarkozy, sans que ça fasse un scandale particulier. C'est pas du tout l'augmentation du SMIC, je tiens à le préciser. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans le détail. Pourquoi ? Parce que le drame de cela, si vous voulez, c'est que systématiquement, après, on s'enferme dans des batailles de chiffres, que personne n'est d'accord, que par ailleurs, une fois arrivé aux affaires, on découvre toujours des cadavres dans les placards. Ce qu'on a voulu, en revanche, préciser, c'est que nous avons analysé toutes les marges d'économie possibles, et nous en avons trouvé énormément sur la question de l'immigration, sur la question de l'Union européenne notamment, sur la question des dispositifs d'aide aux entreprises, aujourd'hui très dispersés, peu efficaces, qu'on a envie de recentrer, par exemple, sur les TPE-PME sans du coup mécaniquement engager des dépenses supplémentaires, sur une nouvelle organisation territoriale, c'est-à-dire la suppression des conseils régionaux et des intercommunalités, la baisse du nombre d'élus au Sénat et au Parlement. Suppression des régions. Suppression des conseils régionaux. Les régions, elles existent de fait. Oui, d'accord, mais les conseils régionaux... oui, parce qu'en fait, ces régions administratives sont des leviers de l'Union européenne et qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec nos provinces historiques et culturelles, en sont même les ennemis en réalité, et que ça a peu d'efficacité, c'est très éloigné de nos compatriotes et ça crée une irresponsabilité politique qui n'est pas souhaitable. Une question qui nous parvient en direct de Maurice qui vous écoute sur notre Facebook Live. Marion Maréchal Le Pen connaît-elle le nombre d'habitants de sa circonscription ? Oui, je connais le nombre d'habitants de ma circonscription. On est aux alentours de 150 000 en l'occurrence. 150 000. Mais c'est très intéressant comme question. Je veux dire que... C'est une question précise en tout cas. Oui, qu'est-ce que vous ferez le 20 mars, Marion Maréchal Le Pen, le soir ? Qu'est-ce que je ferai le 20 mars ? Il y a le premier débat entre les principaux candidats. Oui, évidemment, je vais regarder le débat. Est-ce que vous trouvez ça normal que les petits candidats ne soient pas conviés ? Non, je trouve pas ça normal, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de candidats qui ont eu leur parrainage, je pense que tout le monde devrait avoir le droit de s'exprimer. Et c'est vrai que l'expérience a montré, et Nicolas Dupont-Aignan a raison de le rappeler, que certains étaient anticipés à 10% dans les sondages, notamment aux primaires, et ont gagné après ça. Donc c'est vrai que ça m'apparaît très injuste. Une façon de contester, c'est pas de se retirer justement de ce genre de... Bah non, une façon de contester, c'est précisément de... Bah non, parce qu'on va pas non plus... Parce que le débat aura lieu avec ou sans nous, pardon. Oui, non, mais enfin, bah non. En l'occurrence, c'est plutôt à nous, de toute façon... Bah évidemment, ça paraît évident, donc on va pas non plus perdre cette tribune. Mais en revanche, nous allons plaider auprès de France Télévisions pour que précisément... C'est pas France Télévisions, là, c'est TF1. Oui, TF1. Je crois que France Télévisions, au contraire, ils vont inviter tout le monde. Ce serait une bonne chose. On a un internaute qui nous dit on veut des chiffres. Vous n'avez pas forcément convaincu sur ce point. Est-ce que vous avez écouté ce matin Nadine Morano ?
Elle a estimé que Marine Le Pen était une profiteuse de l'Europe, puisqu'elle n'était pas présente au Parlement européen pour le vote sur le renforcement du contrôle. Non, mais en l'occurrence, c'est dommage parce que c'est faux. Si, nos élus ont voté là-dessus. Ils se sont même abstenus en l'occurrence, parce que nous, notre projet, c'est précisément de sortir de cette chaîne et de mettre en place les frontières nationales, ce qui n'empêche pas d'ailleurs une coopération évidemment bilatérale avec les pays concernés, en particulier l'Espagne, en particulier l'Italie ou en particulier les pays concernés par la route des Balkans. C'est faux, Marine Le Pen est très bien classée, donc je ne comprends pas trop cette attaque. Je veux dire, la politique de la chaise vide, ça n'a jamais été efficace. Le but, c'est d'être présent dans les instances, pour porter notre voix, pour bloquer le projet, pour faire savoir aux Français ce qui s'y passe. Parce que si nous n'y sommes pas, personne n'informe les Français sur ce qui se dit et ce qui se vote dans cette instance. Une question sur les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation. Qu'est-ce que vous en pensez dans quelques mots? Oui, je pense que manifestement, ça rend le cours d'histoire chez Rothschild. Voilà, que déjà le principe d'aller insulter la France à l'étranger, c'est scandaleux. Oui, non, mais manifestement, ça lui a un peu brûlé la tête, puisque quand on connaît l'histoire de l'Algérie, déjà les raisons pour lesquelles on est allé au départ, c'est-à-dire le risque de piraterie, les barbaresques en Méditerranée qui rendaient cela totalement ingérable, l'esclavagisme des chrétiens a conduit à aller dans ce territoire qui est d'ailleurs une ancienne colonie ottomane, on a oublié de le dire. C'est un pays en fait qui a été créé intégralement par la France. Il y a eu des choses mauvaises, il y a eu aussi de belles choses qui ont été laissées là-bas. Donc vouloir encore tant d'années après s'enfermer... Non mais il y a eu forcément des abus. Enfin, je veux dire, tout ne s'est pas merveilleusement bien passé tout le temps, mais enfin le bilan quand même, c'était que cette colonie nous a coûté plus cher que ce qu'elle nous a rapporté. Et je trouve aujourd'hui que continuer à alimenter ce réflexe un peu des gouvernements algériens pour cacher leur propre turpitude, de s'enfermer finalement toujours derrière la responsabilité française, à mon avis, c'est pas leur rendre service, c'est historiquement faux, et c'est une mauvaise façon, à mon avis, de traiter l'estime des Français. Vous auriez fait comme votre tante, si vous aviez dû être à Beyrouth et rencontrer le grand moufti sunnite de Beyrouth. Vu les circonstances, oui. C'est-à-dire parce qu'en fait, Marine Le Pen avait précisé qu'elle ne porterait pas le voile par mail la veille, que la rencontre n'avait pas été annulée pour autant, qu'il la mette devant le fait accompli le jour même, alors qu'elle ne se rendait pas, je tiens à le préciser, dans une mosquée, mais dans le bureau du grand moufti, que même la plus haute autorité sunnite qu'elle avait rencontrée en Égypte ne lui avait pas exigé cela. Donc voilà, vu le concours de circonstances, ça me paraît logique qu'elle ne se soit pas pliée à ça. Puis je rappelle qu'elle n'a pas vocation à devenir libanaise. Voilà, donc c'est une voyage diplomatique. Ça vous dit par exemple le voile Non, je ne m'y soumettrai pas. Non, je ne m'y soumettrai pas. Je pense par ailleurs... C'est pas un pays que vous fréquentez. Non, mais que par ailleurs, j'estime quand même que lorsque l'on a des responsabilités politiques, on doit pouvoir bénéficier quand même d'une particularité diplomatique, puisque l'adage à Rome faut les Romains qu'on exige en France s'applique si vous avez vocation à vous installer dans le pays, voire même à adopter sa nationalité, et pas si vous venez faire simplement une rencontre diplomatique. De Nicolas Albert qui nous interpelle et qui vous tutoie. Marion remplacera-tu Marine dans les futures années pour être candidate à l'élection présidentielle? Ce n'est pas prévu en l'occurrence, ça n'est pas du tout prévu, parce que pour l'instant il n'y a rien du tout à l'heure du jour. Marine Le Pen, pour le coup, c'est une chance chez nous, elle est même soutenue par l'immense majorité des électeurs et des adhérents. C'est une jeune femme politique encore, qui a un long avenir devant elle. Si elle ne gagne pas cette élection, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne crois pas, elle continuera vraisemblablement la politique et sera certainement encore candidate dans les années. Vos relations avec Florian Philippot, ça va bien? Ça vous passionne, ce genre de choses. Oui, tout va bien, rassurez-vous. J'ai attendu la fin. Oui, j'ai vu, non mais rassurez bien, tout va bien. Vous n'êtes plus une femme seule. Je ne femme sais seule. pas. Non, écoutez, ça va. Privé, ça ne me regarde pas. Oui, c'est avant que vous soyez intéressé, monsieur Tréard. Florian Philippot, il disait, mais elle est bien isolée dans son... Rassurez-vous, je me porte plutôt bien et je suis plutôt bien entourée. Bon, c'était la réponse à vos questions, chers internautes, de Marion Maréchal Le Pen. Et on la remercie d'être soumise. Merci. I am yours. Yes!
Donc avec son numéro 2, Florian Philippot, immédiatement. L'invité politique de Guillaume Durand sur Paris Première. Bonjour, bienvenue. Finalement, est-ce que vous considérez que cette alliance qui est dessinée maintenant clairement entre Macron et Bayrou pourrait amener la proportionnelle, donc pourrait vous arranger? Non, ce qui va amener la proportionnelle, c'est que Marine Le Pen va être élue présidente de la République et ça amènera enfin... Maintenant, ça fait 2 blocs politiques qui réclament clairement la proportionnelle. Oui, mais on était totalement isolés avant. Mais tant mieux si on permet, si on convainc nos adversaires politiques. Mais je rappelle que Nicolas Sarkozy l'avait promise une dose en 2007, qui ne l'a pas faite. Idem pour François Hollande en 2012, qui ne l'a pas faite. Marine Le Pen propose la proportionnelle intégrale avec une prime majoritaire de 30%, pour que ce système dégage malgré tout une majorité, mais que tout le monde soit représenté, en tout cas tous ceux qui auront fait plus de 5% aux élections législatives. Et elle propose mieux que cela, elle propose plus de référendums, elle propose un référendum d'initiative populaire. Je crois qu'elle a vraiment le seul projet qui remet le peuple au centre. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'on a l'impression que finalement, avec l'alliance d'hier et les points de vue que vous défendez depuis longtemps, c'est la fin du gaullisme, parce que maintenant il y a un quinquennat, il y a des primaires, et peut-être si vous l'emportez ou si Macron l'emporte, il n'y aura plus le suffrage qui a caractérisé la Ve République depuis le début. Donc ce matin, De Gaulle est mort. Malheureusement, dans son héritage politique, le gaullisme n'imprègne plus la politique de la France depuis des décennies. Mais oui, le gaullisme, c'est l'indépendance nationale. Et nous souhaitons restaurer, redonner à la France dans ce monde du 21e siècle, avec toutes les caractéristiques du 21e siècle. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas renoncer à l'indépendance, à la grandeur, à l'identité nationale. Vous savez, le gaullisme, c'est valoriser la France, c'est faire en sorte qu'elle ne soit pas sous tutelle. Attendez, sous tutelle de Bruxelles. Mais c'est pas que cela le gaullisme. C'est aussi valoriser la France dans son âme, dans ce qu'elle est. Moi, quand vous parlez de M. Macron, je veux dire, à la limite, au-delà des compromissions politiciennes avec François Bayrou, qui nous ramènent effectivement à la vieille politique inintéressante, moi, quand j'entends un Macron dire « l'art français, je ne l'ai jamais vu », quand j'entends un Emmanuel Macron dire « la culture française », c'est pas ça qu'il dit. Il l'a dit texto, « l'art français, je ne l'ai jamais vu », dans son dernier meeting à Londres. Et quand il a dit... Il ne faut pas confondre l'art de France et l'art en France. Par exemple, Picasso, c'est de l'art en France, mais c'est pas forcément de l'art français. Mais M. Macron n'a pas compris cette capacité, ce génie français justement de développer eh bien ce qui fait l'art français. Et s'il ne connaît pas l'art français, alors nous allons l'emmener voyager un peu partout en France, jusqu'au moindre village. Il y trouvera toujours un élément de patrimoine, d'architecture, d'art qui montre que notre pays est un pays majeur des arts et des lettres. Donc contrairement à ce qu'il dit Bayrou-Macron, c'est une anecdote. C'est la vieille politique politicienne. Fillon aurait été un petit peu plus haut dans les sondages, Bayrou aurait soutenu Fillon. Regardez ce que disait Bayrou de Macron il y a encore quelques mois. Il disait, je le cite, « Derrière Macron, il y a des grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction politique. » François Bayrou qui parle d'Emmanuel Macron. Il s'est vendu pour quelques circonscriptions aux élections législatives, ce qui prouve que Emmanuel Macron, ce n'est pas du tout en marche avant, c'est en marche arrière vers la très très vieille politique. Est-ce que c'est pas un Giscard de gauche? Parce que finalement, c'est ce qu'a voulu faire Giscard. Vous dites ça avec une sorte de mépris, mais il était président de la République, Giscard. Oui, mais Giscard, c'est les années 70. Donc c'est pas tout à fait, si vous voulez, le renouveau. C'est le renouveau quand on est dans les années 70, mais ça n'est plus le renouveau quand on est dans les années 2010. Que pensez-vous? Sauf que Giscard d'Estaing n'aurait, je pense, jamais dit que la France n'a pas de culture et que la France n'est pas un pays d'art. Ça, je pense qu'il était suffisamment cultivé et ouvert sur le monde et notre pays pour éviter de dire ce genre de sottises. Pourquoi votre garde du corps, enfin celui de Marine Le Pen, n'a pas été mis en examen et donc sa directrice de cabinet, Madame Griset, a-t-elle été mise en examen pour ce qui concerne justement les problèmes que vous avez avec la justice actuellement? Quelle est la différence d'après vous? Mais rien. Tout cela finira par un non-lieu, c'est une évidence. Je veux dire, il n'y a aucun fait nouveau qui justifiait d'ailleurs cet épisode judiciaire hier. Rien. Une mise en examen, c'est pas... Non, mais il n'y avait aucun fait nouveau, si ce n'est une volonté d'agenda médiatique, parce qu'il n'y avait aucun fait nouveau. Rien. Il ne s'est rien passé. Ils ont peut-être trouvé quelque chose dans les perquisitions. Non, ils n'ont rien trouvé dans les perquisitions, je peux vous le dire. D'autant qu'ils avaient déjà fait la perquisition il y a un an, dans les mêmes bureaux, sur la même supposée affaire. Donc, c'est bien la preuve qu'ils n'ont rien trouvé. Non, mais tout cela vient, on va pas refaire ici, je l'ai expliqué 100 fois, mais tout cela vient de M. Schulz, qui est l'ancien président socialiste du Parlement européen. Bon, écoutez, chacun a compris. En fait, il n'y a pas de suspicion d'enrichissement personnel, il n'y a même pas de suspicion d'emploi fictif. C'est illégal.
Mais non, il n'y a rien d'illégal. comment ça, On reproche à 2 de nos assistants d'avoir en réalité trop travaillé. Bon, bah écoutez, c'est la question du statut administratif d'un contrat. C'est vraiment très politique et surtout ce petit rebondissement judiciaire, il sent vraiment la campagne électorale. Je crois que personne n'est la dupe. justice ce matin est aux ordres du pouvoir politique. Parce que vous l'avez pas dit pour François Fillon, qui se retrouve dans une situation judiciaire qui est différente, mais c'est aussi la justice déjà qui est légèrement différente. D'accord, c'est quand même la justice qui Il y a des intervient. suspicions d'enrichissement personnel, il y a cette collusion avec les puissances d'argent. Mais moi je vais vous dire, je vais être très cohérent. Moi j'ai vu Marine Le Pen dire il faut que la justice s'arrête. Mais bien sûr, mais moi je vais être Si très... elle doit s'arrêter pour vous, elle doit s'arrêter pour Fillon aussi. Non mais s'arrêter le temps de la campagne, mais je vais être très cohérent. Moi je suis très heureux qu'on puisse reparler du projet de fond de François Fillon. Je trouve que ce sont des débats plus intéressants, ce qui n'empêche que les affaires Pénélope et tout le reste seront jugées, bien sûr, et il faut qu'elles soient jugées. Mais on doit parler du fond. Son programme, il est ravageur. L'augmentation de la TVA, Schengen 2, alors que nous on veut les frontières nationales, la moins 500 000 fonctionnaires, ce qui va dévitaliser une grande partie du territoire Je ne national. croyais pas à l'amendement du programme comme ça a été annoncé depuis l'entretien donné aux Parisiens sur la sécurité sociale. Non, L'adoucissement. Monsieur Fillon est bien trop lié à des assureurs comme AXA, dont il a bénéficié même d'argent, puisqu'il a été rémunéré par AXA à hauteur de 200 000 euros pour changer. Là, il change un tout petit peu la présentation, parce qu'il voit bien que ça patine dans les sondages gravement et que ça n'est pas accepté par les Français, mais sur le fond... C'est pas vrai, dans le dernier sondage de DAB, il a gagné. Il a gagné 2 ou 3%. Je sais pas, dans le BVA de ce matin, il baisse, mais bon, peu importe. En tout cas, il a baissé par rapport à il y a quelques semaines. Et si vous voulez, il voit bien que son projet inquiète, donc il essaie de le mettre un peu sous le tapis. La réalité, c'est qu'il veut privatiser la sécurité sociale, continuer de dérembourser les médicaments, parce que c'est un homme soumis, comme M. Macron, aux puissances d'argent, au projet d'austérité de l'Union européenne. Je voudrais revenir simplement par une question sur l'affaire justement du garde du corps de Marine Le Pen et de sa directrice de cabinet. Est-ce qu'on n'est pas face... Alors, vous dites oui, c'est pas sa directrice de cabinet, d'abord. Elle est chef de cabinet. Quel est le titre exact? Elle est chef de cabinet. Est-ce que c'est pas une certaine forme de travailleur détaché, vous qui est dénoncé? Parce que finalement, ils sont payés